Ok, c'est lancé. Donc, bienvenue sur ce rendez-vous sur de la mixité pour un témoignage métier bijoutière artisane et entrepreneur. J'ai avec moi donc Adeline Grelot de la bijouterie éthique, bijouterie qu'il y a sur Rennes, pour partager son témoignage entrepreneur et de son métier. Donc, pour démarrer ce rendez-vous, voilà, j'ai mis la page, une illustration issue de la page du site internet d'Adeline. Et puis, je vais vous lancer une vidéo pour découvrir en images ce qu'est le métier de bijoutière joaillière. 2013, j'ai 29 ans et donc je suis joaillière, donc je fabrique sur mesure des pièces de joaillier pour la clientèle. Les clients viennent me voir essentiellement pour de belles occasions, donc fiançailles, mariage, mais aussi naissance, anniversaire de mariage, Saint-Valentin. Je fabrique des bijoux pour des beaux souvenirs. Ce qui est intéressant quand on est à son compte, c'est que du coup le métier est varié. On n'est pas tout le temps à l'établi, on doit aussi gérer la relation clientèle, le dessin. Donc il faut aussi s'adapter à la vision du client. À partir du moment où le croquis et son devis ont été validés, je passe aux étapes de fabrication. Donc tout d'abord, il faut partir d'un lingot d'or ou de platine que je vais ensuite travailler avec différentes machines et différents outils. Il faut anticiper le mouvement du métal, bien faire les calculs, regarder avec un pied à coulisse qui est au dixième de millimètre. Ça nous montre bien l'importance de la précision. La définition du joaillier, c'est toujours la quête du mouvement idéal qui demande également un apprentissage sur le long terme. Ça fait 9 ans bientôt que je suis dans le métier et j'apprends encore des choses, donc c'est un apprentissage de tous les jours et c'est ce qui également rend le métier passionnant. Le cœur de mon métier, c'est donc la fabrication de bijoux sur mesure, mais en parallèle, tous les 2 ans, je fabrique une collection de pièces uniques, entièrement faites à la main, que je présente dans différents salons ou expositions. Grâce à ma première collection, j'ai été lauréate des jeunes talents du Carrousel du Louvre 2014. J'ai également été finaliste du trophée créatrice d'avenir qui valorise l'entrepreneuriat féminin. Historiquement, les personnes qui travaillent à la cheville, c'est cette pièce de bois en fait, qui permet d'avoir un support pour travailler le métal. Cette place est traditionnellement réservée aux hommes, mais c'est vrai que maintenant il y a énormément de jeunes femmes et de femmes qui travaillent à la cheville. Maintenant, le métier est tout à fait féminisé. Il n'y a plus du tout de soucis à ce niveau. Pour qu'une pièce unique en joaillerie soit bien aboutie, il faut être entouré de plusieurs corps de métier, de grands talents, plusieurs sertisseurs, des graveurs et de nombreux fournisseurs parisiens en métaux précieux, en perles, en pierre. Je travaille également avec une polisseuse qui va donner l'éclat final aux pièces, aussi avec une laqueuse puisque j'aime beaucoup le travail de la laque. Et moi qui suis joaillière indépendante, là c'est encore autre chose. En plus de cette recherche de précision, il faut également aimer le challenge de l'entrepreneuriat qui n'est pas très simple, mais c'est vrai que c'est une belle aventure et ce métier est juste passionnant. Même, une fois qu'on a touché au métal, de toute façon, on ne peut plus lâcher. Alors voilà pour le témoignage en images. Peut-être qu'en attendant que le support charge, je peux vous laisser peut-être vous présenter et puis parler de votre parcours, comment se déroule une journée. À vous la parole. D'accord. Alors donc moi c'est Adeline, du coup je suis joaillière depuis 10 ans maintenant. J'ai commencé le métier de bijoutière à 19 ans, donc j'ai passé un CAP à 19 ans, donc j'avais déjà un bac général en fait, donc c'était un petit peu une reconversion si on peut dire.
Voilà, ce qui n'a pas été pénalisant plus que ça. Voilà, j'ai passé un CAP en 1 an vu que j'avais validé les matières professionnelles. Et après, j'ai intégré un brevet des métiers d'art en option bijouterie joaillerie et en alternance. Du coup, voilà, je suis arrivée en Bretagne en ayant trouvé un patron. Voilà, le métier de bijoutier, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment un métier, voilà, on travaille avec la matière, on travaille avec les idées des clients, avec ses idées à soi. C'est vraiment il y a vraiment un processus créatif hyper intéressant et très motivant aussi. Après, clairement, le métier, il n'y a pas que la création, hein, il y a aussi tout ce qui va être réparation, où on apprend énormément de choses aussi sur le métier. Je me permets de vous couper, Adeline. J'ai une demande d'une participante de pouvoir vous voir en image. Est-ce que c'est possible pour vous? Ouais. Merci. Ok. Enfin, c'est bizarre parce que du coup, comme je vois personne, j'ai l'impression de parler un petit peu toute seule. Donc voilà, globalement, le métier de joaillier, dans sa plus belle facette, c'est la création et voilà, le travail avec les clients, vraiment ce côté créatif qui ressort et de trouver aussi les bonnes techniques. Voilà, c'est toujours, on apprend toujours en fait, c'est ça qui est génial. C'est vraiment, on a une pièce, enfin, quand on a une nouvelle pièce à faire, on réfléchit toujours à comment on va faire, comment ça va, on va organiser la pièce, comment ça va bien se goupiller, ça va, voilà. Et c'est vraiment génial de pouvoir apprendre tout au long de sa vie et pas se dire, bon, bah voilà, j'ai fait mes études et puis j'arrête d'apprendre. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans ce boulot. Pourquoi je me suis installée à mon compte? Justement pour avoir ce côté créatif que je n'avais plus en étant juste salariée en fait. Parce que quand tu es salarié, ben, tu appliques en fait tout simplement. On te dit bon bah tu fais tel bijou, voilà, c'est ça, telle commande, tu répares ça comme ça. Donc alors oui, il y a une recherche où on se dit bon alors comment je fais pour être le plus efficace possible, pour que ce soit le plus propre possible. Mais le côté créatif, clairement, en 8 ans d'entreprise est différente. Autant j'ai fait 6 ans en sous-traitance, autant j'ai fait aussi chez des bijoutiers créateurs. Et ce côté créatif, clairement, il me manquait énormément. Et je pensais pas, d'ailleurs, en m'installant, le retrouver autant et que ça me fasse autant de bien, en fait. Voilà, de partager, en plus de vraiment, là, je suis vraiment en contact avec les clients, alors que moi, j'étais toujours au fin fond de l'atelier, voilà, dans les petits ateliers de bijouterie, tout poussiéreux. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de génial d'être à son compte, c'est vraiment pouvoir créer son entreprise comme on souhaite, avec nos valeurs. Parce que moi, du coup, voilà, donc je m'appelle la bijouterie éthique, parce que je suis labellisée Fairmine. C'est un label qui garantit la traçabilité de l'or et les conditions d'extraction, autant au niveau social qu'environnemental. Donc pour moi, c'était des valeurs vraiment très importantes et je m'y retrouvais plus aussi en étant salariée dans les entreprises. Voilà, ça me posait vraiment un gros problème. Et en étant à mon compte, c'est voilà, on construit son entreprise, son image, et c'est vraiment très très motivant, vraiment génial. Évidemment, il y a des moments où on doute, hein, parce que c'est très flippant aussi. Mais voilà, pour les personnes qui ont envie de créer leur entreprise, je peux que vous pousser à le faire et à bosser sur le projet et voilà, à garder la motivation, pas se laisser abattre par des réflexions et trouver les bons partenaires aussi avec qui s'épauler. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être avec Entreprendre au féminin, de trouver Entreprendre au féminin en Bretagne, où j'ai fait la petite formation émergence. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de la légitimité, de la confiance en soi et de la construction du projet. Donc voilà, faut pas hésiter de se rapprocher de tous ces partenaires-là. On a de la chance à Rennes, il y a beaucoup de partenaires. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à s'en rapprocher. Je me donne un petit peu de métier. Je me permets de rebondir sur les différents acteurs de l'accompagnement, Adeline, comme vous en parlez. C'est vrai que quand on est
salariés ou demandeurs d'emploi, il peut y avoir différents types d'accompagnement à la création. On peut aussi, avant même de se dire qu'on va démarrer sur l'accompagnement technique, vraiment où on va être sur le budget, vraiment tout le volet un peu financier, administratif, etc., sur les statuts. Il y a des accompagnements à l'émergence, c'est-à-dire vraiment on a peut-être l'envie, l'idée, mais elle est juste voilà, une petite graine dans la tête, elle n'est pas formalisée sur le papier. Il existe des dispositifs pour vraiment donner forme au projet, le formaliser et se dire voilà, est-ce que j'y vais pas, c'est viable ou pas viable, voilà, de vraiment donner forme à cette envie ou cette idée de création. Donc, il y a différentes étapes et différents accompagnateurs, accompagnatrices, hein, acteurs de la création d'activités pour vous guider aussi en fonction des différentes étapes de création. Ouais, c'est hyper important. Et en plus, vous allez rencontrer plein d'autres personnes qui sont en train de créer aussi leur entreprise. Et ça, c'est vraiment très, très enrichissant. Surtout quand on veut créer son entreprise, en fait, souvent, on a quand même des avis au niveau des proches. Enfin, moi, je sais que ma famille n'était pas hyper réceptive. On lui a dit non, je refuse un CDI et je m'installe à mon compte. Voilà, ça a été le gros stress pour ma famille. Donc, on ne se sent pas forcément soutenu. Du coup, c'est vraiment important d'être entouré de personnes qui vivent la même chose que vous. Et en fait, ça booste, ça motive et on se dit non, on n'est pas fou, on va pas droit dans le mur et j'y crois, donc voilà, j'y vais à fond, quoi. Donc ouais, voilà, c'est vrai que bon, pour parler d'entrepreneuriat féminin, parce que moi je me suis pas mal investie dans l'association, donc je la connais plutôt bien, je fais partie du comité d'animation aussi. On organise aussi donc des rendez-vous au réseau. Donc je crois que ce soir, avec la semaine de la mixité, il y a l'afterwork avec l'entrepreneuriat féminin. Donc là, c'est vraiment des rendez-vous d'entrepreneuses. Donc oui, désolée pour les hommes, je parle d'entrepreneurs féminins, où là, on va pouvoir vraiment échanger entre les créatrices, celles qui ont déjà créé. Et c'est vraiment très enrichissant. Et il y a des réseaux aussi mixtes, hein. Il y a le CRE, je crois. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses aussi, pas seulement dans l'entrepreneuriat féminin, bien sûr. Mais voilà, c'est en tout cas pour les futures créatrices, voilà, il faut vraiment bien s'entourer. Après, tout ce qui va être technique, compta, tout ça, vous avez des experts comptables qui donnent des rendez-vous gratuits pour les créateurs. Enfin voilà, ça va venir, ça c'est pareil, mais vraiment déjà avoir une bonne base, bien son projet sur papier, bien fixé, en ayant réfléchi un petit peu à tout, à l'étude de marché, les concurrents, son produit, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment important de poser avant de voir les choses plus techniques. Merci Adeline. Je propose que l'on parte sur les photos de tes créations pour peut-être justement parler un peu plus métier et technique et voilà comment on passe justement peut-être du dessin à ce produit-là, enfin différentes étapes et combien de temps ça peut prendre, voilà, d'être plus sur de la réalité au quotidien du métier par rapport au produit. Donc ça, à la vidéo, on l'a vu. Voilà, par exemple, cette première réalisation, comment elle arrive à naître? Alors là, c'était donc ce bijou-là, c'est une transformation. Donc en fait, la cliente m'a apporté une vieille bague de fiançailles de sa grand-mère, auquel elle tenait beaucoup, en disant bah voilà, j'y tiens énormément, mais je ne la porterai pas comme ça ne me plaît pas, je ne me vois pas avec cette bague. Donc à partir de là, c'est beaucoup discuter avec le client, voir un petit peu ses goûts, son style, les formes, est-ce qu'elle aime les choses épurées, un peu plus travaillées, enfin voilà, c'est vraiment beaucoup d'écoute. Et surtout que là, on part d'un modèle que je n'avais pas en boutique, hein, du coup, il y a vraiment, c'est vraiment très très important de bien comprendre voilà, ce que la cliente, voilà, la personnalité de la cliente en fait.
Donc ensuite, moi, quand j'ai noté tous mes petits mots-clés, tout ça, je propose de faire des petits croquis. Je ne fais pas des grands dessins, je ne suis pas une super dessinatrice, mais l'idée, c'est vraiment de poser sur papier et de voir tel élément, si ça, enfin, voilà, de poser et après d'en rediscuter avec le client. Donc en disant ça me plaît, ça me plaît pas, donc là à partir de là on modifie si besoin, ou alors si ça le fait tout de suite, c'est génial. Voilà. Et ensuite, donc, quand tout est validé, quand on est d'accord sur le modèle, moi je passe à la réalisation. Donc derrière, là vous voyez un petit peu, il y a mon petit établi. Donc en fait je vais, donc là il y avait des pierres à démonter, donc j'ai démonté toutes les pierres sur les bagues, j'ai refondu le métal. Je l'ai retravaillé, donc comme dans la vidéo, vous avez vu une machine avec 2 rouleaux. En fait, ça s'appelle un laminoir. C'est comme quand on fait les pâtes fraîches. Voilà, on va laminer le métal de plus en plus fin, donc aux dimensions qu'on souhaite. Et à partir de là, après, moi, je vais faire l'anneau, préparer l'emplacement pour mes pierres. Et après, sertir les diamants. Donc là, en l'occurrence, c'était des diamants. Voilà, et puis faire l'effet de matière très brute aussi sur la pierre. Voilà. Et après, il y a toute la partie aussi donc, polissage. Donc, le polissage, c'est vraiment la partie définition. Donc, moi, je fais tout sur place. Ça ne me sous-traite pas. Et voilà, ça va vraiment donner l'éclat à la pierre. Globalement, un bijou, quand on vient de le travailler, c'est pas très joli. C'est noir, c'est brut, c'est un métier, c'est vrai que le métier de bijoutier, souvent quand on dit qu'on est bijoutier, déjà on pense qu'on est vendeur et on pense pas forcément à tout ce qu'il y a derrière, et on voit toujours les bijoux très beaux, très propres, très brillants, et en fait toutes les premières étapes c'est très brut, très salissant. Voilà, on forge. Moi, mes outils principaux, c'est un chalumeau, un marteau et une petite scie. Donc voilà, c'est un métier globalement assez poussiéreux. Et le polissage va apporter le dernier coup de brillant et le dernier coup pour mettre le bijou en vitrine. Alors j'ai une réaction de Svetlana qui dit que comme le métier de fleuriste, tiens, on n'imagine pas l'envers du décor. Mais oui, parce qu'il faut bien réceptionner les fleurs, amener en brut aussi. Voilà, et se dire que quand un bouquet est créé, finalement, il y a eu différentes étapes. Hein, ouais. Exactement. D'ailleurs, quand j'étais en 3e, j'ai fait un stage chez une fleuriste et oui, ça avait été très dur parce que déjà, il y a 15 ans, on ne s'imagine pas trop. Et je sais que j'avais enlevé beaucoup d'épines des roses. Et du coup, oui, c'est clairement l'envers du décor qu'on ne voit pas. Et c'est pareil pour la bijouterie. Et moi, ça m'a valu quelques réflexions aussi en tant que femme, où j'ai travaillé dans certaines boîtes où on m'a dit de toute façon les femmes ça reste pas longtemps dans ce métier parce que ça salit les mains et ça casse les ongles. Bon voilà, c'est maintenant le métier se féminise de plus en plus. C'est vrai que comme dans la vidéo, comme la disait dans la vidéo, c'est un métier d'homme à la base. Après je pense que c'était beaucoup l'artisanat en fait qui était un métier d'homme à l'époque. Et maintenant, on voit, moi dans l'école, dans ma classe, il y avait les 3/4, c'était des femmes. Ça change beaucoup. Donc, heureusement. Est-ce que vous pouvez nous dire sur cette bague qui a été retravaillée, combien d'heures de travail ça représente à peu près? Là, je dois être entre 6 et 8 heures à peu près. D'accord. Sans la partie rendez-vous client et dessin. D'accord. Je propose de passer à la création suivante. Donc ça fait partie de mes petites collections. En fait, donc moi j'ai des bijoux en vitrine, je ne fais pas que du sur-mesure. Et j'ai sur mon site internet, vous pourrez voir, j'ai les alliances, j'ai la collection Les Précieuses, dont ce pendentif poème fait partie, et j'ai la collection Je marche sur la lune et la collection Feuille de chêne. Donc là, on est sur le pendentif poème.
Du coup, un pendentif qui est fait en or Fairline, en or rouge, avec une perle Akoya du Japon et un petit saphir violet du Sri Lanka. Donc voilà, là c'est vraiment un bijou que j'ai créé toute seule, sans, on va dire, à un avis quelconque. C'était vraiment, voilà, celle-là c'est vraiment une pure création pour ma boutique, et c'est vraiment sur ces moments-là où on se fait aussi plaisir, parce que voilà, l'idée c'est aussi de trouver ce qui peut plaire aussi aux gens, parce que forcément on ne fait pas les bijoux pour soi, et en même temps voilà, essayer de refléter un petit peu la personnalité et aussi l'essence de la boutique, où c'est vrai que mes bijoux sont plutôt quand même assez fins et assez délicats. Enfin, en tout cas c'est le retour que j'en ai eu. J'ai Laetitia qui me pose la question, pour l'inspiration, les idées, est-ce qu'il y a des règles comme suivre la mode, les saisons, ou c'est laisser libre cours à son envie? Oui, alors j'avoue, la mode, je suis pas du tout. C'est vraiment le processus créatif. En fait, on a souvent peur de la page blanche. En fait, moins on crée, plus on a la page blanche, plus on crée. Moi, en fait, au début, ça m'angoissait un petit peu, justement, de me dire, oh là là, il va falloir que je fasse des bijoux pour les vitrines, mais je vais jamais trouver des idées originales. Enfin, je vais jamais trouver, quoi, en fait. Et non, en fait, on en crée un, et puis après, c'est ah non, mais si je parle de ça, et puis si je mets ça, et puis voilà. Et en fait, des fois, ça s'arrête plus, en fait, aussi. Et après, moi, c'est vrai que je m'inspire quand même beaucoup de la nature. Voilà, j'aime beaucoup les formes de feuilles, de branches. Donc, c'est vrai que quand je propose aussi des créations aux clients, ça revient aussi, ce thème-là revient assez souvent. Après, pas que, voilà, j'arrive aussi à faire des choses très géométriques, et voilà, c'est aussi ça, c'est pouvoir s'adapter et pouvoir aussi un petit peu sortir de ses idées à soi, en fait. Mais j'ai pas de règles. C'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que mon cerveau maintenant bouillonne, en fait, que j'ai toujours plein d'idées, et que voilà, j'ai envie de les réaliser aussi. Et c'est vraiment ça, en fait, à force de réfléchir sur des choses, ça vient. Et des fois, ça vient pas tout de suite, et c'est pas grave, en fait. Faut vraiment pas se stresser et se dire. C'est vrai que des fois, j'ai des projets clients où je suis plus en difficulté, on va dire. Et je me dis, bon, là, je réfléchis, je fais un gros tri, je me dis, alors ça, puis ça me plaît pas du tout. Là, je me dis, ouais, ça va être compliqué. Et puis après, je me dis, non, tu passes à autre chose, tu fais des choses complètement différentes, tu vas te promener, tu lâches prise, et puis tu reviens dessus quelques jours plus tard, tu vois où ça a avancé. Si c'est toujours pas bon, voilà. C'est vrai que quand je fais des dessins, je laisse au moins 15 jours quand même de délai pour pouvoir que les idées mûrissent, en fait, parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent petit à petit. Après, il ne faut pas se mettre vraiment la pression. En fait, plus vous vous mettez la pression, moins vous allez réussir à faire quelque chose, en fait. Enfin, moi, les idées vont être complètement bloquées, et ça ne va pas venir, et ça va vous stresser encore plus. Et voilà, et c'est le cercle vicieux qui commence. Voilà, c'est vraiment faut laisser venir les choses. 15 jours plus tard, vous allez dire ah mais oui, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça, et c'est ça qui va plaire au client au final, et voilà ça. Alors, il y a des réactions. Donc, Laetitia est rassurée par ce que vous dites, car elle pensait qu'il fallait toujours avoir une ligne directrice. Déjà, voilà, on démystifie un peu tout ça. Voilà, c'est ça. Et Svetlana a une question. Comment trouver un juste équilibre entre ce que l'on aime faire et la demande des clients? Je trouve ça difficile personnellement de réussir à s'adapter à ce que demandent les clients en mettant de côté parfois ce qui fait notre authenticité. C'est vrai, je pense qu'il y a toujours la petite touche, hein, quand même. Après, j'ai envie de vous dire, si vraiment le client n'aime pas du tout ce que vous avez fait, c'est que c'est pas votre client et que ça sera le client de quelqu'un d'autre. Ça peut être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, si vraiment la personne n'est pas attirée, déjà, quand les personnes voient ma vitrine, il y a un minimum d'attirance
en fait, ils vont pas venir là s'ils aiment des choses complètement différentes. Et après, oui, c'est sûr, je vais vraiment quand même faire un gros effort pour m'adapter. Mais c'est comme un boulanger, en fait. Vous pouvez avoir la même recette de pain, l'un et l'autre, ils n'ont pas forcément le même goût. Et là, je pense qu'on a, en tant que bijoutier, on a tous notre patte, et bijoutier ou autre artisan ou artiste. Et il y a toujours cette petite patte quand même qui ressort en disant « Ah oui, ça ressemble quand même plus à… » Et c'est sûr, c'est vraiment pas facile hein, quand on a des demandes un peu plus particulières. Après, c'est justement là, c'est un gros défi aussi, c'est bien sortir de sa zone de confort aussi. Voilà, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des pièces vraiment que moi je n'aurais pas fait en vitrine et que… Mais voilà, ça demande beaucoup plus de recherche et ça demande vraiment, le plus important, c'est l'écoute du client. Clairement, en fait, c'est ça qui va vous aider à sortir de vos sentiers aussi un peu, c'est vraiment bien l'écouter, l'orienter aussi, parce que des fois, il peut avoir des idées et que techniquement, c'est pas possible en fait de le réaliser. Mais c'est vous l'expert dans votre métier et voilà, c'est à vous de le guider aussi au mieux. Et ouais. J'ai Svetlana donc, qui dit d'accord, je pense qu'elle remercie de cette précision et ce partage d'expérience. Et elle se demandait également, voilà, quand on se lance, on démarre, est-ce que c'est pas difficile de faire sa place? Si, bien sûr. C'est pas facile. C'est pas facile. Après, disons que moi j'avais la petite différenciation, c'est que je fais de l'or Fairmine et que les autres bijouteries rennaises qui n'ont pas de porte ne font pas de Fairmine. Donc, moi j'ai une clientèle vraiment un peu plus voilà, qui est particulière. Donc, en fait, ça m'a apporté du monde. Et puis, petit à petit, c'est le bouche à oreille, en fait. Moi, je suis installée depuis août 2019. Donc, j'ai pas eu la meilleure année possible non plus pour la première année d'ouverture, avec le Covid et tout ça. Et en fait, les gens, quand ils sont contents, ils parlent de vous. Et le fait que vous soyez un petit artisan, que vous prenez le temps pour les gens, de recréer du lien où on n'a plus forcément l'habitude de ça. C'est vrai qu'on s'est habitué aux grandes surfaces où tout est très impersonnel. Et là, en tout cas, moi, dans mon métier, on a vraiment un échange de confiance aussi. J'ai beaucoup de gens qui viennent et qui se confient sur des choses privées, des choses très dures des fois. Hein. C'est vrai que j'ai eu des larmes, j'ai eu des émotions très vives. Voilà, quand on donne une alliance, enfin, on donne une paire d'alliances, voilà, on ressent toute l'émotion. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu aussi créer dans la boutique. C'est vraiment un côté un petit peu intimiste, un petit peu vraiment, voilà, pour que les gens aient confiance et que on ait un vrai échange en fait. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas de boutique en ligne. Vous allez pouvoir trouver mes bijoux sur mon site, mais les gens, s'ils veulent commander, ils sont obligés de me contacter et on est obligé de discuter ensemble. Et pour moi, c'était vraiment très important de garder ce lien en fait, de créer même ce lien entre moi et mes clients. Et bon, pour l'instant, ça a plutôt. Enfin, voilà, j'ai des clients en un an, ils sont déjà revenus 3 fois. Et bon, voilà, je ne vends pas des fleurs ou du pain. Hein, donc, c'est hyper valorisant quand on voit les gens venir. Et voilà. Après, c'est vrai que le bouche-à-oreille, ça met du temps. Il faut être patient. Il ne faut pas se dire je veux des clients tout de suite, je veux faire mon chiffre tout de suite. Parce que clairement, en tout cas, je ne pense pas que ça marche dans beaucoup de cas. En tout cas, la création d'entreprise, c'est vraiment ça qu'on apprend, c'est qu'il faut être patient parce que clairement, ça ne se passera jamais comme vous l'avez vraiment prévu. Moi, les 2 mois de fermeture avec le Covid, ça a été un coup dur, hein, et dès le mois dernier aussi. Après, voilà, faut s'adapter et petit à petit, voilà, le bouche à oreille se fait. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de communication, j'essayais juste d'être active sur les réseaux sociaux et c'était un choix de ma part. Donc je me suis pas forcément facilité non plus la vie. Après voilà, c'est un peu voilà,
mais voilà. Valeur, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, après, voilà, vous avez aussi des outils de communication, vous avez des boîtes de com qui peuvent aussi vous aider si vous voulez la création un peu plus rapide que moi, par exemple. Voilà. Je propose de passer à une autre création Ouais. pour aussi voilà, échanger sur un autre type de savoir-faire. Donc là, je crois que c'est la collection Feuille de chêne. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon petit bébé de collection, on va dire. C'est voilà, la feuille de chêne, c'est le logo de l'entreprise. J'ai choisi la feuille de chêne pour 2 raisons. Parce que déjà, la longévité, ce que représente l'arbre en lui-même. Voilà, l'idée, c'était de faire des bijoux qui passaient les générations, pas du bijou éphémère, pas du bijou qu'on jette dans le salon dans 3 mois, quoi. Pardon. Et voilà, et aussi la feuille de chêne, parce que voilà, c'est des souvenirs d'enfance. Mon grand-père avait un chêne qu'il avait planté dans son jardin, et chaque été, on construisait une cabane autour. On construisait une cabane ensemble autour. Donc, c'est voilà. En tout cas, je pense que je suis arrivée au métier de bijoutière grâce à mes grands-parents, parce que mon grand-père était ajusteur dans l'aéronautique, donc c'était quelqu'un de très très manuel. Enfin, voilà, on faisait plein de choses ensemble, et ma grand-mère était couturière, donc c'est vrai que contrairement à mes parents, en fait, mes grands-parents sont des gens très très manuels, et en fait, moi, c'était un bonheur d'aller chez eux, et tous les étés, je m'éclatais, on faisait plein de choses, du dessin, de la peinture, des cabanes, du jardinage, enfin voilà, tout. Et du coup, c'est vraiment aussi un hommage à mes grands-parents, en fait, d'avoir choisi la feuille de chêne. Et du coup, ce qui est drôle, c'est quand les gens viennent et enfin, voilà, j'ai vendu plusieurs bijoux avec les feuilles de chêne, et du coup, enfin, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais moi aussi, j'ai mon histoire avec un chêne dans mon enfance. » Et voilà, ils me racontent l'histoire. Ou alors, c'est « Ah, bah, je choisis ce bijou-là parce que on est amis, voilà, c'est depuis 30 ans. Et votre histoire, ça m'a vraiment touchée. Et du coup, j'ai envie de transmettre ça. » Et je trouve ça vraiment génial, en fait, ce retour des clients qui me racontent tout ça. Enfin, c'est très touchant et ça fait vraiment plaisir. J'ai une question de Nel qui du coup félicite le fait de pouvoir travailler avec des métaux de provenance éthique. Et elle se posait la question, voilà, pour les pierres que vous utilisez, est-ce aussi simple ou plus délicat de savoir si elles ont été extraites dans le respect de l'environnement et le respect de l'humain aussi? Ouais. Vous fournissez-vous chez une personne en particulier? C'est une question qui me pose problème. Ouais, c'est compliqué les pierres. C'est très compliqué. Alors moi, j'ai trouvé voilà, j'ai un fournisseur en qui j'ai entièrement confiance au niveau des saphirs. Il se fournit voilà, aux États-Unis, il va les chercher. Et du coup, voilà, c'est fait sur des petites mines aux États-Unis, et il y a reforestation aussi derrière. On sait d'où il vient, parce que la traçabilité des pierres, c'est déjà juste très compliqué. Voilà. Après, voilà, les pays comme le Sri Lanka ont déjà mis au point, en tout cas, au niveau social, il y a un droit des travailleurs, ils ne sont pas exploités, enfin voilà, ils sont payés correctement, tout ça. Il y a des petites avancées, clairement, c'est très compliqué. Au niveau des diamants, moi, je me fournis entièrement avec des diamants du Canada. Ensuite, je travaille aussi avec une lapidaire qui est sur Rennes. Donc, un lapidaire, c'est quelqu'un qui taille les pierres. Donc, on arrive à recycler des pierres, et on a réussi aussi à trouver quelques pierres en France. Donc là, j'ai du cristal de roche français, donc je suis hyper contente d'avoir ce produit-là. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir dans les pierres, c'est qu'il y a deux étapes. Il y a vraiment l'extraction et il y a la taille. Et en fait, le problème, c'est que souvent, ces deux secteurs sont déjà
comment dire, sous-payés et voilà, c'est des conditions très très compliquées pour les travailleurs. Et c'est fait souvent en Thaïlande ou en Inde, voilà, au niveau de la taille en tout cas. Donc là, l'idée, c'est aussi de faire bosser, moi, bosser avec elle, c'est vraiment de se dire, c'est taillé en France, je fais vivre quelqu'un en France. Je sous-paye pas quelqu'un à l'autre bout de la planète, un enfant ou même un adulte, voilà, qui est payé quasiment rien. Et puis après, les minéraux français, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, j'ai des saphirs d'Auvergne aussi, j'en ai quelques-uns, donc je suis hyper contente de pouvoir trouver des fournisseurs qui ont ce type de pierre. Très clairement, c'est un budget, le budget, du coup, ça augmente. C'est vrai qu'une pierre que ma lapidaire va tailler, il va peut-être être 10 fois plus cher qu'une pierre qui va être taillée à Jépur ou autre. Donc, ouais, les pierres, c'est pas facile. Voilà. Mais on essaye de trouver des solutions et je suis sûre qu'il y a des choses qui vont se mettre en place voilà, pour suivre, pour être vraiment... voilà, essayer de toujours trouver des solutions. Je sais qu'il y a des acteurs qui mettent en place, voilà, en Afrique, il y a des petites mines vraiment très très artisanales qui commencent à faire des choses vraiment très éthiques avec une bonne rémunération, pas de travail d'enfant. Après, voilà, c'est compliqué d'y avoir accès, mais ça, je pense que ça va venir et que la demande, en fait, c'est à nous consommateurs de demander des produits aussi. Et je pense que c'est pareil pour plein d'autres domaines. On devient consommateur plutôt que consommateur et je pense que c'est ça qui va faire bouger les choses aussi derrière. Je suis peut-être un petit peu trop optimiste, mais... Nel vous dit inquiet sur le fait que le problème de la déforestation, de la pollution des mines la dérange et les travailleurs mal payés. Elle remercie pour votre réponse et salue voilà, le travail de lapidaire et diamantaire en France. Merci à vous pour toutes ces questions. Je trouve ça hyper important d'en parler et puis voilà, d'être honnête avec les gens, de se dire, bon, cette pierre-là, clairement, je ne peux pas l'avoir éthique. Donc après, chacun fait aussi en on avait conscience, quoi. Mais voilà, c'est aussi de dire, bon, voilà, j'ai des solutions, et il y a des choses qui bougent, et voilà, faut continuer sur ce chemin, quoi. Alors, il est déjà 54. On arrive sur la fin de cette heure de découverte du métier. Est-ce qu'il y a des questions là que vous souhaiteriez poser à Adeline sur le métier? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés, que vous aimeriez avoir des réponses? Alors, vous pouvez écrire ou bien aussi solliciter la parole avec la petite main pour signifier que vous souhaitez voilà, poser une question à l'oral. Bon, sinon, s'il n'y a pas encore de questions, alors, il y a une réaction. Je suis ravie d'entendre tout ça. Ça me conforte dans mon choix de métier vers la bijouterie. Bon, super. Alors, ça ne fait que donner envie. C'est chouette. Je propose, en attendant, s'il y a des questions, de partager le dernière photo. Alors, ça y est, s'il y a une question qui arrive. Comment envisagez-vous l'avenir? C'est dur comme question. Elle demande plusieurs boutiques, d'autres créatrices. L'idée, c'est de rester une petite structure. Autre boutique, je ne sais pas encore. Pour l'instant, ouais, je ne sais pas. Peut-être avec des gens de confiance qui ont les mêmes points de vue que moi, oui, peut-être. Voilà, j'espère pouvoir un jour créer en tout cas de l'emploi, avoir quelqu'un avec moi pour travailler et voilà, ça serait vraiment génial, ouais. Et de grossir, mais en restant à échelle humaine. J'ai pas envie de couper ce lien que je peux avoir avec les clients, je trouve ça trop important et je trouve que c'est un peu le problème aussi quand son entreprise commence à marcher, c'est de se dire, ok, donc là, est-ce que je grossis, mais du coup, je perds de l'humain ou est-ce que, voilà, de trouver le juste milieu. C'est vrai que je suis encore beaucoup en réflexion là-dessus et voilà, ça va s'éclaircir petit à petit, mais... Merci.
Est-ce que je peux demander, moi, du coup, ça m'intéresse de connaître les différentes étapes. Là, on a un travail aussi de métal et d'ajout de pierre. Voilà, quelles sont les différentes étapes pour créer une bague comme celle-ci? Alors, je reviens, je vais vous chercher 2-3 petites choses. Si je peux vous montrer, ça sera plus parlant. Super. L'image en direct. N'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit. Je pourrais les relayer à Adeline au fur et à mesure de la présentation. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, ce sont des pierres peut-être là dans le tube? Alors non, ce sont des toutes petites billes d'or. D'accord. Voilà. Donc, faire 9. Voilà. Donc, je pars de billes, en fait, de petites billes d'or que je vais fondre au chalumeau pour avoir des petits lingots. Voilà. Moi, j'ai des tout petits lingots comme ça parce que voilà, je travaille. Voilà, je ne fais pas des quantités industrielles de bijoux. Voilà. Et ensuite, ces lingots, je les passe au laminoir et j'en fais du fil carré. Donc là, en l'occurrence, pour la bague, voilà, il m'a fallu du fil carré que je suis venue après torsader sur lui-même, en fait. D'accord. L'aspect, voilà, un petit peu voilà, torsadé. Après, les petites billes, on peut aussi en faire des petites choses un peu plus plates. Donc, pour faire de la plaque. Donc là, la plaque, je m'en sers en support. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Excusez-moi. Du coup, voilà. Je sais pas ce que j'ai fait. La plaque, on s'en sert, voilà. Donc là, en support de la pierre, en fait, je vais faire une plaque et que je vais ajourer et la pierre va venir se poser vraiment dessus, vraiment bien s'asseoir, en fait. Voilà. Après, avec le fil carré, on peut le diminuer très, très, très fin pour en faire du fil. Donc, le fil, dans cette bague-là, je m'en suis servi pour les petites griffes qui viennent tenir le quartz rose et le petit saphir aussi en dessous. Donc, on a différents procédés. Donc, voilà, c'est assez manuel au final hein, parce que le fil, en fait, j'ai des plaques en acier avec des trous de plus en plus petits et je viens tirer le métal dedans. Donc, voilà, ça fait des muscles aussi. Voilà. Alors, j'ai Laetitia qui demande le nombre d'heures de travail pour ce type de bague. Celle-là, j'ai passé pas mal de temps. Est-ce que le corps était bien travaillé? Ouais, c'est entre 5 et 6 heures sur une bague comme ça, à peu près, ouais. Et Nel demande si vous travaillez sur alors, 18 K uniquement. Ouais, je travaille que de l'or 18 carats, donc 750 millième, voilà, selon les appellations. Parce que j'estime que c'est la meilleure qualité de métal pour avoir bossé en sous-traitance. En tout cas, si je peux vous donner un bon conseil en tant que soit futur bijoutier ou soit acheteur tout simplement ou consommateur, n'achetez pas du 375. C'est du métal très cassant. Enfin voilà, c'est à éviter. Il y a en fait 375, ça veut dire qu'il y a 37% d'or dans l'alliage. L'or ne se travaille pas pur, il est trop mou. Du coup, on rajoute différents métaux. Donc, dans l'or jaune, on va rajouter du cuivre et de l'argent à part égale. Pour avoir de l'or plus rouge, on va avoir la part plus importante de cuivre. Voilà. Donc, en gros, dans un alliage à 18 carats donc, ou 750, on a 75% d'or. Et les 25%, c'est un mélange de cuivre et d'argent. Donc, c'est le métal le plus solide et qui va mieux le tenir dans le temps. Voilà. Donc, je fais que du 18 carats. Après, au niveau des réparations, bien sûr, je vais réparer du 9 carats ou du 14. Mais au niveau des fabrications, ouais, je fais que du 18. Merci. On arrive sur la fin de l'heure de présentation. Est-ce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions que vous souhaitez poser avant? La sédentarité du métier. Ah oui.
Tout à fait, j'ai oublié celle-là. Ouais, là, du coup, c'est vraiment ce que vous aimez aussi dans la vie, en fait, tout simplement. C'est vrai que si vous aimez voyager, ne vous installez pas à votre compte dans votre boutique. Clairement, ça sera sûrement pas fait pour vous. Après, oui, voilà, si vous aimez les voyages, pensez plutôt peut-être à être gémologue ou vendeur de pierres, enfin voilà, ou faire... voilà, après, moi, ça me correspondait bien. En tout cas, c'est ce que j'avais envie. J'avais vraiment envie d'avoir un pied à terre parce que c'est vrai qu'on m'a aussi beaucoup dit « Oh, mais pourquoi tu t'installes pas juste en chambre ?» Donc, en chambre, c'est pas avoir de pas de porte. Mais comme je voulais absolument faire des réparations et proposer ce service-là, pour moi, c'était indispensable d'avoir la boutique. Voilà. Oui, non, je ne fais pas de vente en ligne. Après, vous avez sur mon site internet, du coup, quelques modèles de mes collections. Et puis après, voilà, en boutique, j'ai des modèles, j'ai d'autres modèles. Donc, vous pouvez me contacter soit par mail ou venir directement à la boutique. Je vais aller partager le site internet La Bijouterie Éthique. Je vais vous le mettre dans le fil de conversation pour que vous puissiez avoir le lien direct et puis aller découvrir les différents produits d'Adeline. Hop. Voilà. Comme ça, vous pourrez faire un tour. Eh bien, écoutez, merci Adeline pour votre témoignage. De rien, peut-être que j'ai pu un petit peu aider, voilà, ou motiver, je ne sais pas. Ah bah, je pense, hein, en tout cas, il y a eu aussi tout à l'heure, voilà, il y a des personnes qui remercient, d'autres personnes qui effectivement disent que ça confirmait leur projet d'aller dans la bijouterie. Motiver et aider, Nel répond. Donc c'est bon. Bah, merci à vous, à tout le monde d'avoir aussi regardé. Bah oui. Ça permet de mieux se rendre compte de ce qu'est le métier de bijoutier, bijoutière. Donc merci d'avoir pris ce temps. Je rappelle que si voilà, parmi les participantes, des personnes sont intéressées pour en savoir plus sur l'entrepreneuriat, il y a un after work ce soir avec Entreprendre au féminin Bretagne. Vous retrouvez le site d'inscription sur la page de la semaine de la mixité sur le site de l'Exploratoire. Il y a Laetitia qui dit « Merci, je ne connaissais pas et vous faites de très très beaux bijoux et ça motive. » Bon, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de vos questions, de votre participation. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci aussi, Maud, de m'avoir aussi donné cette chance de m'exprimer. Voilà. Ben, moi aussi, j'ai appris, j'ai découvert la bijouterie et un métier passionnant. Vraiment, je suis très contente d'avoir fait cette découverte-là. Merci, Adeline. Super. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.